Alors aujourd'hui, on est avec Jean-Roch Herbert, le père de Pierre Hugues, qui l'a longtemps accompagné et entraîné. Et quand on pense à Pierre Hugues, on pense tout de suite à un palmarès énorme. Ancien numéro 2 mondial en double, les 4 grands chelems remportés, 2 masters, une podium. 5, 5. Voilà, 5, merci. 5, il y avait deux fois Roland Garros dans le lot. Heureusement que tu es là. 2 masters, Coupe Davis, sans oublier une très belle carrière en simple qui est toujours en cours de route, avec un pic top 40 mondial, 36 il me semble de mémoire. 36, ouais. Mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est ce qu'il y a derrière les résultats, la relation père-fils, les choix forts, les moments de doute, et cette idée essentielle chez toi, Jean-Roch, tu en reparleras, ne jamais fabriquer un joueur, mais révéler son identité. Tu es le deuxième papa que je reçois après Francis Gasquet. Merci d'avoir accepté d'échanger sur la transmission, le haut niveau, et l'équilibre pas toujours simple entre le rôle de père et celui d'entraîneur. Toi, tu es entraîneur de formation, Jean-Roch, ça fait déjà 20 ans. Tu m'as dit juste avant que tu entraînais des gens au tennis. Mais est-ce que tu te souviens la toute première fois, le tout premier jour où Pierre-Hugues a pris une raquette? Bah écoute, pas vraiment parce que il était encore, je dirais, au berceau qui tenait déjà une raquette avant de savoir marcher, presque. Donc pour lui, ça a toujours été, il a été biberonné à ça parce que tout le monde joue au tennis dans la famille, puisque mon épouse aussi, elle est prof de tennis. Et puis la grande sœur jouait, elle a été dans les meilleures françaises à l'époque en moins de 16. Voilà, donc ouais, c'était un truc qui était déjà dans son ADN. Et toi, tu te souviens le tout premier jour où tu as pris une raquette entre tes mains? Alors là, là, ça remonte. Le tout premier jour, non, je m'en souviens pas, mais je me souviens par exemple avoir été sensibilisé au tennis par un tournoi pro qui se déroulait. Alors là, ça devait être en 68, 69. C'était à Deauville et il y avait voilà des joueurs comme Tony Roche. Qui jouait. Il y avait à l'époque Guy Sheriff, qui ensuite s'est appelé Guy Chanfro, Guy Lovera, etc., qui est une joueuse bien connue au niveau des anciennes, là. Voilà. Bon, et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Et tu te souviens Daniel Conté, et, voilà, et des joueurs après que les autres les auditeurs là, ne connaissent pas vraiment. Mais bon, ça m'a donné envie de jouer, et, d'avoir vu ça. et tu te souviens le moment où tu as vraiment accroché et tu t'es dit, tiens, j'aimerais que ça devienne mon métier. Est-ce que tu as rêvé d'être pro ou pas? C'est quoi ton cheminement, ta progression? Bah, c'est vrai que, bon, après, moi, je me suis vraiment mis au tennis à peu près dans les années 70, 71, 72, voilà. Et puis, bon, à l'époque, il n'y avait pas tellement de structure, on se débrouille tout seul, mais bon, voilà, des tournois, tout ça. Et puis, je crois qu'à un moment donné, j'ai rencontré un garçon, je me suis retrouvé au Nice LTC, donc, puisque moi, je suis normand d'origine, hein, je suis rouennais, donc Rouen en Normandie, et je me suis retrouvé dans le sud-est avec ouais, le tennis là-bas, le grand club du Nice LTC. Bon, à l'époque, c'était quelque chose. Et puis à peu près à cette même période-là, il y a eu le sport-études, le premier tennis-études français à Nice. Voilà, donc il y a Yannick Noah à l'époque, hein, parmi les pensionnaires du tennis-études de Nice. Et puis bon, j'ai déménagé à Nice en 74-75 et je me suis entraîné là-bas. Bon, c'est là que j'ai plus que des études universitaires, eu envie de devenir prof de tennis, enfin, à jouer au tennis, quoi. Et tu as rêvé d'être pro? Oui, 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 mais bon, à l'époque, j'avais pas tellement le niveau ni le talent forcément, et puis le tennis progressait tellement vite à l'époque en termes de niveau, il se développait. Je me rappelle avoir vu, par exemple, au Nice LTC, il y avait l'Open de Nice, qui, voilà, bon, je me rappelle avoir vu à l'époque Nyström et Wilander s'entraîner, ils avaient 16 ans, ils faisaient le tournoi, et Lecomte qui avait le même âge. Ouais, les gars faisaient des revers à deux mains, c'était étrange. Toi, t'avais un Voilà. revers à une Des main. revers à deux mains, voilà. Tout le monde jouait en revers à une main à l'époque. Voilà. Et c'est quoi Et ton meilleur classement? j'ai été à moins de 6. Ta progression de non classé à moins de 6, ça a été combien? Non classé, donc il n'y avait pas de quatrième série à l'époque, donc 30. Je crois ensuite 15-2, 5-6, 15, 0, 0, 0, moins 2, 0, et puis après, bon, moi je progressais encore, mais le tennis progressait plus vite que moi, donc j'ai plutôt régressé, voilà, un Et 6, t'avais quel âge quand etc., les etc. Villander, ils avaient 16 ans? Alors, moi je devais en avoir à l'époque, je devais avoir 20 ans, 4 ans de plus, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi à aller plus haut? Comme je te disais, oui, sans doute.
pas l'entourage, le talent, le niveau suffisamment tôt. Et puis voilà, le fait que le tennis progressait tellement vite que c'était pas évident d'accrocher les wagons, de faire mieux. Et puis voilà, puis il faut gagner sa vie. Voilà, tu donnes des cours, enfin, c'est pas toujours compatible, quoi, hein. Petit break les légendes, ce contenu est rendu possible par NutriPure, une marque d'alimentation sportive saine avec des produits pour la plupart bio, très utilisés dans le milieu du tennis. Valentin Vachereau s'alimente avec leurs produits sur le court depuis bientôt 2 ans, ainsi qu'Arthur Salafa, numéro 1 français des 14 ans et favori des petits as. On vous a négocié 10% de réduction sur votre première commande en créant un compte sur nutripure.fr avec le code TennisLégende en majuscule, et je peux que recommander leurs produits que j'utilise depuis bientôt 6 mois. Je viens de tester leur pâte à tartiner bio avec moins 50% de sucre et de matière grasse, noté 94 sur 100 sur Yuka, c'est la Rolls. Et je suis en pleine cure aussi avec leur pack fatigue et sommeil, avec un mix de magnésium pour la fatigue donc et le stress, de plantes ashwagandha pour faciliter la relaxation, et enfin de mélatonine pour un sommeil profond. Ajoutez à ça des barres énergétiques pour vos matchs ou vos entraînements, et autres barres de collagène pour vos encas, et vous êtes au top. Et enfin, les 10% qui vous sont offerts sont cumulés dans un pack récompense que vous pouvez utiliser à tout moment. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Foncez. T'as battu des mecs qui sont devenus très forts après? J'ai une indirecte sur Sampras. Ouais, j'avais battu Guy Forget quand il était je crois, à 2-6 ou un truc comme ça, quand il était au sport-études. Ouais. Tu lui as mis une petite branlée à Guy? Pas vraiment, mais j'avais fait un bon match, j'avais gagné au Nice LTC. Ouais. Et donc ça fait 18, ouais, 18-20 ans que tu entraînes. Et là, tu as Pierre-Hugues qui arrive. À quel moment tu te dis, tiens, il a un petit talent que moi, j'avais pas à l'époque? Ouais, bah, donc étant tombé dans la marmite tout jeune, c'est clair que bah, il a fait que ça. Enfin, lui, il était quand même. Bon, il a un frère qui a 15 mois de moins, qui était moins passionné par le tennis. Pierre-Hugues, lui, il était tout le temps sur les cours, donc c'était vraiment chez lui très spontané d'avoir envie de jouer, comme beaucoup de gamins de cet âge, hein, qui sont fascinés par le tennis. Ouais, Et du coup, il y a aussi le fait qu'il s'est retrouvé pour des raisons pratiques. C'était pas du tout pour le tennis, c'était pour des raisons pratiques d'horaire, parce qu'on n'avait pas de grands-parents pour nous donner un coup de main. Donc, en fait, on a mis nos gamins à l'école en Allemagne, de l'autre côté de la frontière, puisque bon, Pierre-Hugues est originaire de Strasbourg, hein, de deux villages. Bon, il jouait à Lampertheim, qui est dans la banlieue de Strasbourg, au tennis, et puis on habitait à Mittelhausbergen, qui est dans la banlieue toute proche de la première couronne de Strasbourg. et Et juste, du coup, juste comment vous avez atterri en Alsace? Attends, je termine ce que je te disais. On l'a mis à l'école en Allemagne de l'autre côté de la frontière, donc il avait des horaires qui étaient intéressants pour qu'il s'entraîne. Et lui, il s'entraînait en fait. Lui, c'était Pierre Garbert qui s'entraînait, donc il était tout le temps sur les cours. Ouais. Et puis assez rapidement, avec les différents entraînements qu'il avait en plus, bon, il a atteint un certain niveau, mais le fait qu'il pouvait jouer toutes les après-midi, tout le temps, il était de tous les coups, quoi. Voilà, il passait ses après-midi sur les cours. Et il s'est retrouvé à avoir, à un moment donné, quand même, à se retrouver dans les 4, 5, 2, 3 meilleurs Français quand il avait moins de 10 ans et tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on a commencé à envisager qu'il puisse faire une carrière pro. Ah ouais. Alors, comment on a atterri en Alsace? Bah, j'étais prof dans le sud-est, dans le Var, à Draguignan, voilà, dans ces environs-là, dans différents clubs. Et puis à un moment donné, on a décidé un peu de changer de braquet avec mon épouse. Et puis, bon, on avait nos parents étaient pas loin hein, à l'époque là-bas. Et puis on a un peu largué les amarres. On est parti en Alsace. On a pris un club qui est le Lawn Tennis Club de Strasbourg, qui a disparu aujourd'hui, remplacé par la fusion de deux clubs, la SS et le Lawn qui s'appelle le TC Strasbourg aujourd'hui, qui accueille les internationaux féminins de Strasbourg. Donc, c'est le un des plus gros clubs de France par ses infrastructures. Ok. Et donc devant, en modèle, quelque part, il y avait Polo, non, qui avait ouvert la voie de la Ah région, oui, c'est oui, ça? oui, oui. Et Quand je suis arrivé en Alsace, moi, j'ai assez rapidement vu Paul-Henri à l'œuvre sur les cours, c'était impressionnant. Ouais. Et donc ah ouais. Paul-Henri, il a 10 ans de plus que Pierre-Hugues à peu près, quoi, grosso modo. Tu te souviens de Et donc, quoi d'impressionnant en voyant Paul-Henri Mathieu? ah bah, c'était des choses, lui ou Richard Gasquet, c'est des choses qu'on n'avait pas vues avant. C'est-à-dire des gamins de 10, 11, 12 ans jouer à vraiment un super niveau, quoi. Frapper très fort dans la balle, faire des points gagnants, voilà, maîtriser la technique. C'est sûr que il y avait vraiment du niveau et on l'a vu à l'œuvre dans les tournois seniors, parce qu'à l'époque, les gamins de 10 ans, ils jouaient des tournois seniors, quoi. Et donc à 9-10 ans, Pierre-Hugues, il domine déjà en France.
À quel point le parcours de Paul-Henri, ça a pu vous aider sur, je sais pas, des écueils à éviter, des risques, tout ça? Est-ce que vous communiquiez beaucoup? Est-ce qu'il y avait des échanges fréquents? Ou pas Non, forcément. non, pas plus que ça, parce que Paul Henry, il a quand même assez rapidement quitté l'Alsace. Il est parti en sport-études à Reims. Après, il a été à Paris. Après, il est parti chez Boetieri. Ouais, On l'a plus trop vu. Après, on le voyait de temps en temps l'été faire des apparitions, rejouer quelques tournois. Et sa progression a été très rapide. Donc, c'était la preuve, voilà, qu'on peut. Bah, lui, il n'était pas de l'Ampertheim dans la première couronne de Strasbourg. Il était de l'Ingolsheim. Mhm. ouais. Une des phrases que je disais en intro qui m'a marqué, en gros, c'est pas de formater un joueur, mais de le révéler à son identité. Ne pas fabriquer, ne jamais fabriquer un joueur, mais le révéler à son identité. Si Pierre Hug avait eu un verre à une main, est-ce que tu l'aurais laissé? Ou tu te serais dit, bah non, moi à l'époque ça n'a pas marché, du coup on passe à deux mains. Bah, c'est sûr que il faut que l'entraîneur, quand le joueur est jeune, fasse quand même des choix un peu pour lui. Mais bon, autant que possible, j'ai toujours cherché à partager avec Pierre-Hugues les choix qu'on faisait, quel que soit l'âge qu'il avait. Et bon, les gamins sont suffisamment intelligents pour comprendre et s'exprimer. C'est vrai qu'il est naturellement allé vers un revers à deux mains. Il jouait avec des raquettes très lourdes aussi, donc c'était assez logique. À un moment donné, il s'est blessé au poignet gauche et puis il a pas pu faire des revers à deux mains du coup et on s'est posé la question est-ce qu'on continue de faire de la compète et tu joues à une main ou est-ce qu'on attend que tu te remettes pour reprendre la compète? En fait, on a continué la compète à une main. On s'est même posé vraiment la question très sérieusement parce qu'il jouait bien à une main aussi quoi. Ok. Il faisait pas que des chops, il frappait des revers. Enfin, c'était plutôt concluant ce qu'il faisait et puis. Bon, là, il était plus âgé, il avait 16 ans, et bon, non, il a décidé de continuer à 2-1, quoi. Hmm. Donc, c'est son choix, hein, voilà, Ok. et c'était dans la tendance du milieu, quoi. Donc juste avant, je précisais qu'entre 9 et 10 ans, il était dans les meilleurs français. Et à 13-14 ans, il passe de top 3 à top 20. Comment est-ce que vous avez encaissé le fait de reculer comme ça au classement? Oui, donc ça c'est une réalité qui tenait à, je dirais, pour schématiser, à deux éléments. D'une part, le fait qu'étant en Allemagne, il avait un avantage sur les autres, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il s'entraînait tous les après-midi, donc il avait des heures et des heures de tennis d'avance sur les autres. Donc c'était pas tant son talent que, disons, le travail qu'il avait fourni qui lui permettait d'être vraiment au top dans sa catégorie en France. Et l'autre élément, c'est qu'il a grandi très tard, donc il n'était pas du tout précoce. Donc il s'est retrouvé face à des joueurs qui bon, bah, se sont mis à s'entraîner autant que lui et puis qui quelquefois étaient plus costauds physiquement au même âge, quoi. Et donc c'est vrai que ça a été dur. Donc bon, moi je l'analysais de façon assez sereine, hein. Ça c'est un peu dans la nature des choses, de se faire attraper par les autres dans ces conditions-là. Mais bon, ce que j'ai noté, c'est que lui, en tout cas, il s'est pas du tout découragé. Il redoublait d'efforts à l'entraînement par rapport aux échecs qu'il pouvait, bon, assez cuisants par moments qu'il pouvait subir. Il retournait de plus belle s'entraîner et ça faisait plaisir à voir. Tu penses que ça vient d'où? Parce que tu me disais qu'il prenait branlée sur branlée en tennis Europe. Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui abandonnent et lui, au contraire, il charbonnait deux fois plus, à ton avis? Oui, c'est-à-dire que ça correspondait en fait à la période précise où on a démarré le projet P2H. Donc il avait 13-14 ans. Et donc là, on a commencé à écumer les tournois, à faire des kilomètres, à aller faire tout un tas de trucs, les plus gros tournois. Et là, ça s'est pas bien du tout passé pour lui. Mais en même temps, bon, il a continué de s'entraîner et de jouer. Bon, je pense que c'est sa passion, hein, il adore le tennis, hein. De toute façon, bon, et puis dans l'esprit qu'on a, on n'est pas. Enfin, moi, je suis pas complètement un ayatollah du résultat. Je pense qu'à un moment donné, il y a des victoires à la Pyrrhus, hein. Il faut gagner d'une certaine façon si tu veux pouvoir progresser, surtout quand tu as 10 ans, 13 ans, 17 ans. Enfin bon, il faut travailler pour l'avenir, pour le joueur que tu seras à maturité à 25-30 ans, quoi. Moi, j'ai toujours entendu dire mon entraîneur de l'époque, mon premier entraîneur, je comprends pas les parents qui s'excitent, qui stressent sur le bord de cours, sur le bord du cours. Jusqu'au jour où il m'a dit, je regrette tout ce que j'ai dit, depuis que je suis papa, je suis le premier à stresser. Toi, t'étais quel genre de papa, aussi bien pendant cette période de défaite que en cas de victoire? Comment tu vis les choses? Bah écoute, déjà, il y a un petit peu sa grande sœur qui a essuyé les plâtres. Comme je te disais, elle était quand même parmi les meilleures françaises.
bon, c'était pas évident. Moi, j'avais quand même une expérience de prof de tennis, donc j'avais quand même un peu de recul déjà en tant que prof de tennis. J'avais entraîné des jeunes. Bon, bah, des fois, tu t'excites même quand c'est pas tes gamins, hein, sur le bord du terrain. Donc, bon, j'avais quand même quelques kilomètres au compteur. Je dois dire qu'avec Pierruc, j'ai toujours été extrêmement serein. Je me suis jamais focalisé sur le résultat, ce qui m'intéressait, voilà. Et donc, j'étais quand même assez zen, hein, derrière le grillage, derrière le cours, quoi. C'est parce que Pierre-Hugues dégageait plus de sérénité que sa sœur, ou c'est parce que tu avais déjà vécu dans un premier temps avec Non, ta fille? je crois que c'est l'expérience. Et puis c'est effectivement le gamin aussi. Bon, sa sœur était moins, moins sportive dans l'âme, passionnée de tennis qu'il ne l'était. Donc bon, je pense que même s'il stressait quand même, hein, bon, et il y avait quand même un amour du sport fondamental qui crée la sérénité aussi. Tu as commencé à parler du projet P2H. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le projet P2H, il est né par rapport à cette période charnière où on a proposé à Pierruc d'intégrer des sports-études. Ouais. Et comme il faisait ses études en Allemagne, donc il était bilingue depuis plusieurs années, on a décliné les offres d'intégrer les sports-études. À l'époque, c'était Reims ou Poitiers. Et bon, on voulait pas mettre en péril ce qu'il avait fait dans cette trajectoire-là pour intégrer voilà, une scolarité normale en France. Donc on a décliné et puis je me suis dit, bon, pour autant on n'a qu'à relever le défi et on n'a qu'à monter un projet. Et donc il a eu cette chance d'avoir dans son établissement finalement des directeurs d'établissement et des profs extrêmement compréhensifs. Il a pu manquer l'école, il a pu aller faire des tournois dans le monde entier, des fois s'absenter 15 jours. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il était français dans une école allemande, parce qu'on n'a pas le droit de manquer l'école non plus en Allemagne. Mais donc ça s'est fait dans un état d'esprit assez extraordinaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut remercier l'établissement en question qui était le Einstein Gymnasium, donc voilà, à Kehl, en Allemagne, et puis toute l'Allemagne par la même occasion de lui avoir permis de réaliser son rêve. Alors après, le projet P2H lui-même, c'était vraiment un projet noir sur blanc, voilà, avec il fallait à la fois définir des objectifs, bon, on avait réalisé une plaquette, j'ai créé tout de suite une association qui s'appelle Futur Tennis Alsace pour pouvoir recevoir du mécénat parce qu'on n'avait pas d'argent. Voilà, il a fallu trouver des sous, trouver des donateurs, des mécènes. Le premier projet P2H, c'était sur 3 ans, c'est-à-dire ces années, son année de 14 ans et puis les 2 années 15 et 16 ans. Et Ok. on avait convenu, voilà, c'était inscrit qu'on allait faire le point avec Pierre-Hugues après ces 3 années et qu'on allait prendre une décision si on continuait ou pas. Voilà. Alors ça, c'est des documents qu'on peut trouver. Je ne sais pas si toi, Je suis allé faire un tour ouais, sur le site. Ouais. fait un tour. Je pense qu'on peut trouver ça sur p2h.fr. Ouais. Ces documents doivent être téléchargeables. Voilà, Bah, le site pour est ceux qui- carré, hein. C'est bien fait. Donc voilà. Et le premier des objectifs, je ne sais pas si tu as pu retrouver ce que je t'avais dit la dernière fois. Le premier objectif, c'est éviter toute forme de blessure, au sens physique ou même mental. Et ça veut dire que la Fédé ne donnait pas de bourse? Elle soutenait pas du tout? Ah, Ou si, si un peu si, quand si, même? si. Non, non, bon, bah, la Fédé, quelque part, elle n'a pas trop de raison quand elle finance des tennis-études de financer des projets privés. Ouais. Mais bon, ils ont toujours regardé plutôt d'un bon œil ce qu'on faisait. Et au départ, il y avait des bourses bon, assez, je dirais, juste symboliques, hein, qui étaient vraiment des toutes petites bourses, histoire de dire, bon, on vous soutient quand même, mais bon, c'est pas ça qui a mis du beurre dans les épinards. Mais bon. Quand même, sur la deuxième partie du projet, la partie 17-18, quand Pierruc s'est retrouvé dans les 20 meilleurs mondiaux, Patrice Dominguez, il a quand même débloqué pas mal de fonds, hein. Ok. Ouais, Et ouais, sur, il nous a bien aidé à l'époque, voilà. et sur les Avant, mécènes, on se débrouillait un peu tout seul, mais là, ouais. et sur les Il était mécènes, DTN à l'époque. tu prenais ton bâton de pèlerin et t'allais leur pitcher le projet. T'as embarqué combien de mécènes? Tu peux nous raconter un peu? Bah, disons que c'est difficile d'être à la fois au four, au moulin, c'est-à-dire sur le terrain avec ton joueur et puis d'aller prospecter. Donc, comme on était vraiment tout seul, bah, ça s'est fait plutôt des particuliers en fait, des gens qui, plus que des entreprises, c'était plus compliqué pour nous de les contacter. Ils avaient souvent la lettre toute prête pour te répondre. Non, ça s'est fait plutôt avec des particuliers. Ouais. Mm. Ok. Dans ce registre aujourd'hui, j'ai connecté avec
Simon Salafa et Arthur qui était numéro un français des 13 ans. Et ils Mhm. sont un peu dans la même démarche, à aller chercher, Simon l'entraîne, aller chercher du sponsoring, du mécénat. Vous arriviez est-ce que tu veux nous partager des chiffres? Combien de mécènes vous aviez? Quelle enveloppe annuelle vous aviez? Est-ce que ça vous permettait de faire précisément? Bah, je crois qu'on a réussi à je sais pas si ces chiffres-là sont pas sur p2h.fr aussi, je me souviens plus très bien de ce qu'il y a dessus. Euh, mais en gros, de mémoire, ça a dû coûter un peu plus de 200 000 euros sur les 5 ans du projet P2H quand Pierrug était moins de 18. Donc on a dépensé 200 000 euros. Alors là-dedans, il y avait du mécénat, mais assez rapidement, il y a quand même eu quelques subventions. La Ligue nous a aidés, la Fédé nous a aidés. Voilà, mais bon, c'était du super, super low cost, hein. Voilà. Ah ouais. Et j'ai d'ailleurs Parce entendu dire que- que parce- vous dormiez dans la voiture parfois, non? C'est pas ça? Oui, bon, c'est arrivé exceptionnellement. Disons que Pierruc, lui, dormait pas dans la voiture. Donc, la première expérience qu'on a fait, le premier tournoi des moins de 14 qu'on a été joué à Umag en Croatie, on y était allé benoîtement avec une tente on n'a pas réussi à planter les baleines là dans la rocaille là-bas. Enfin, c'était une horreur pour dormir. Et le lendemain, il s'est pris deux bulles contre un gars qui était plus fort que lui. Ceci étant, il n'avait pas les yeux en face des trous de toute façon. Enfin, ça s'est vu tout de suite, quoi. Et là, je me suis promis que plus jamais il allait dormir de façon inconfortable. Donc moi, ça a dû m'arriver de dormir par terre ou dans la bagnole. Mais lui, il a toujours dormi dans un lit confortable. Et enfin, ça on n'a pas à transiger là-dessus, hein. Ouais. Mais par terre, c'était vous preniez une chambre pour deux et toi tu te mettais par terre? Ouais, bon, c'est arrivé assez rarement. Je me rappelle que c'est arrivé à Cologne, dans un tournoi catégorie 1, un grade 1 en moins de 14. Ouais. Et donc Relation? lui, il avait une chambre qui était payée. Ouais. Et du coup bah, moi, je dormis par terre dans la chambre. Il y avait un lit simple, quoi. C'était une espèce d'internat, assez confortable d'ailleurs. Mais bon, il y avait pas moyen. Voilà. Mais c'est Quand, bon, je dirais, c'est anecdotique et faut pas attacher trop d'importance à ça, quoi. quand tu te retournes là-dessus, tu te dis, bon, c'est ouais, voilà, c'est des petites aventures, rien de... Ça te fait sourire ou tu repenses à ça en étant nostalgique ou tu y repenses comment? Dans quel Bon, non, état je suis pas nostalgique d'avoir dormi par terre. Non, 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 moi je suis plutôt fier d'avoir réussi à. Je suis plutôt fier d'avoir réussi à avoir trouvé, disons, l'argent qu'il fallait comme je disais tout à l'heure par rapport à la Fédération française. Bon, bah, on s'est retrouvé souvent dans des tournois avec les joueurs bah, de la DTN, quoi, qui étaient accompagnés par les entraîneurs. Enfin, franchement, on a fait à peu près les mêmes tournois qu'eux, hein. On Ouais. n'avait rien à envier à ce que. Et donc, nous, on a réussi à le faire en super low cost. Je suis surtout fier d'avoir trouvé de l'argent pour le faire. Après, ce qui se passe, c'est la vérité du terrain. Pierre il rentre sur un court, il faut qu'il gagne des matchs. C'est lui qui fait le boulot, quoi. Mais au moins, le mettre dans les conditions, au moins, je dirais, je me vois plus comme un espèce de débroussailleur qui lui ouvre le chemin. Faites place, il y a l'autre qui arrive derrière. Enfin, moi, je fais le boulot devant, quoi. Et puis après, lui, une fois qu'il est dans des conditions à peu près confortables, potables pour faire son boulot, il fait son boulot, quoi. Et à quel moment tu comprends à cette époque-là que tu n'entraînes plus un enfant mais une Ferrari? Oh, ça, je le comprends assez vite, hein, quand je vois comment il joue au tennis. Après, c'est aussi, on a pris le parti de jouer à un jeu d'attaque, hein. Voilà. Ok. On l'a quand même un peu choisi tous les deux, même si Pierrug, il avait tendance à pas trop aimer se singulariser. Bon, il a quand même accepté l'idée que assez vite, il avait peut-être intérêt à monter au filet et à écourter les échanges, quoi. Par rapport justement aux années 12 ans, 14 ans, où ça n'en finit plus, quoi. Voilà, Ça fait partie de ton projet long terme où tu disais le moins de blessures possible, tant physique que mentale. Et donc vous vous mettez d'accord pour avoir un jeu porté vers l'avant. Est-ce que tu peux nous raconter aussi que déjà à l'époque des 13-14 ans, alors qu'à cette époque-là, à un moment donné, il prend branlé sur branlé, il jouait tout de suite très très bien en double. Tu peux nous préciser tout ça? Ouais, ouais, c'est sûr que bah, déjà quand il avait, je sais pas, 9 10 11 12 ans, quand il passait autant de temps sur les cours, même s'il dominait le tennis, je me disais, mais il va être dans quel état quand il va avoir 35 ans? On n'avait pas tellement de recul à l'époque par rapport à des charges d'entraînement telles sur des gamins aussi jeunes, quoi. Ok. Et donc, moi, je me suis dit, il faudrait quand même, il faudrait qu'il arrive à s'économiser. Donc, le but, c'était aussi de développer d'un commun accord, même si, bon, c'est quand même, bon, moi qui étais un peu la tête pensante du truc, de développer un tennis relâché, avec prise de balle tôt, beaucoup faire de volée, voilà, dans l'idée, même qu'avec un gamin de 10 11 ans, de justement d'être capable d'abréger l'échange, quoi. Et donc il s'est retrouvé à avoir un certain type de jeu qui était quand même un peu pas la norme dans le milieu à l'époque. Et c'est vrai qu'en double, du coup, sur un terrain réduit, avec un physique
vers les 14, 15, un physique bon, qui faisait peut-être pas le poids en simple. Il s'est retrouvé par contre en double. Là, il pouvait faire vraiment un jeu égal, en tout cas sur un demi-terrain. Et puis là, donc son coup d'œil, sa prise de balto, sa volée, son service volé, machin, tout ça, ça a été efficace, quoi. Et il s'est retrouvé à avoir plein de très bons résultats en double avec des joueurs. Alors vraiment, le premier sur lequel il tombait, il arrivait à gagner le tournoi avec lui, quoi. Voilà, il n'avait pas de partenaire attitré. Et c'était facultatif de jouer le double? C'est toi qui poussais ou c'était obligatoire? Bah, à l'époque, quand on faisait les tournois, soit les tournois Tennis Europe ou les tournois moins de 18, bah, de toute façon, c'était simple et double, hein. Ok, Tu pouvais t'inscrire dans les deux. Moi, j'ai jamais fait tellement la différence entre le simple et le double. Tu joues, quoi, surtout quand tu es en formation comme ça à cet âge-là. ouais. Je voyais déjà des fois des entraîneurs, quelquefois des entraîneurs fédéraux qui avaient des discours qui sont pas les miens, quoi. Oh là là, faut que tu t'économises. Ouais, style, tu balances le double pour pouvoir toujours être en forme en simple. Ça me paraît être des calculs à courte vue et je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. En tout cas, Pierruc, c'était pas ça. Pierruc, il jouait, il essayait de gérer le truc comme il pouvait. De toute façon, comme il se faisait rétamer en simple souvent assez rapidement, bah, il avait dans l'idée de rester jusqu'à la fin du tournoi, bah, au moins en double, quoi. Et tu voyais que sur sa confiance, ça a joué le fait qu'il s'impose quand même en double? Ah oui, oui, bah oui, Ouais, bah quand tu gagnes, de toute façon, ça aide. Et puis, il s'est senti capable d'aller au bout, quoi. Même si c'était au début en double, bah, c'est déjà ça, quoi. ouais, ouais. Ensuite, il s'est développé physiquement, il a comblé son retard. Tu me disais, il est monté 9e mondial chez les juniors, il aurait même pu finir 5e. Il a réussi à rattraper tout le monde. Et à ce moment-là, Donc, il était comment... à un ou deux points sur un match en double, justement, de finir Ouais. cinquième. S'il avait gagné je crois pas que c'était une balle de match, mais il était à deux points, à Miami. Mais du coup, 9e mondial en simple chez les juniors? Ouais, bah, en fait, tu cumules tes points en simple et en double chez les juniors. Ok, d'accord. Donc, en fait, tes points, c'est 4 cinquièmes le simple, et enfin, c'était comme ça à l'époque, c'est peut-être resté de la même manière. Tu es 4 cinquièmes avec tes points de simple et un cinquième avec tes points de double. Et comment tu as vécu toute cette période de tournoi junior où bah voilà, tu es dans l'antichambre des pros, tu es en seconde semaine de Grand Chelem, donc tu les vois passer. C'est quoi les souvenirs que tu gardes, les images que tu gardes en tête? Franchement, c'est top, quoi. De toute façon, tout ce parcours, quand tu accompagnes comme ça un jeune joueur, alors il y a des hauts, il y a des bas, enfin, c'est des fois la douche écossaise, tu t'en vois de toutes les couleurs. Mais en tout cas, c'est top. Nous, on a vraiment cherché à faire tout de suite les plus gros tournois et tu faisais référence à la deuxième semaine des Grands Chelems, c'est merveilleux pour un jeune joueur et même pour moi, entraîneur, tu te retrouves dans les mêmes vestiaires quelquefois, tu côtoies, tu te retrouves partenaire d'entraînement. Je crois il a échauffé Nadal avant sa demi, qu'il a malheureusement perdu d'ailleurs, mais c'était pas la faute de Pierre Hugues à l'US Open par exemple. Enfin, des trucs comme ça, il y en a eu des tonnes et moi, c'est merveilleux. C'est totalement. On en prend plein les mirettes et non, non, c'est génial. Voilà, en tout cas pour un joueur comme lui, par rapport à sa progression à lui, par rapport au fait qu'il était physiquement un peu en retard, c'est venu à point nommé tout ça. Enfin, c'était. Et comment ça s'est produit le fait que Rafa lui propose à l'US? Bah, tu sais, en fin de deuxième semaine, il n'y a pratiquement plus personne sur le site au niveau des Ouais. joueurs adultes. Bah, ils s'entraînent souvent avec des juniors, hein, les pros qui restent. Et, C'est fréquent, hein. et c'est quoi? C'est l'agent qui est venu vous voir? Ouais, un truc dans le genre, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est mythique. Ouais, ça doit être ça. Et le fait qu'il termine top 10, est-ce que tu t'enflammes ou tu restes complètement les pieds sur terre? Oh, non, je m'enflamme pas, non, non. Non, disons que ça confirmait ce que je pensais au départ, c'est-à-dire de toute façon, rira bien qui rira le dernier, et puis il faut travailler pour l'avenir, il faut préparer des choses. Ça confirmait un peu les plans que j'avais eus au départ, Hmm. et ça présageait peut-être des choses encore meilleures derrière, quoi. Bon, c'est vrai que quand tu es comme ça dans les juniors, tu vois jouer des gamins à. Je me rappelle qu'il avait pris en 40 minutes, il avait pris deux bulles contre Dimitrov à Prague. Dimitrov qui avait à peu près le même physique que lui, qui jouait revers à une main, il mettait que des points gagnants, c'était extraordinaire de voir ça. Donc tu voyais un gamin un tout petit peu plus en avance physiquement, mais très léger, c'était pas non plus un monstre, il frappait plus fort. Tu voyais des gars qui étaient pas loin de lui mettre le même score, mais que derrière on a pu revu, qui jouaient très bien, qui jouaient. Enfin, moi j'étais assez admiratif, et puis pour plein de raisons, ils ont disparu, ils sont restés sur le bord de la route. Et en fait, il y a c'est comme une étape dans le Tour de France avec 5 cols, quoi, hein. Donc, c'est pas parce que tu passes en tête sur le premier col de deuxième catégorie que tu vas t'envoyer le hors catégorie à l'Alpe d'Huez. Non, tu vas peut-être pas arriver. C'est la loi, hein. Est-ce que les sponsors se sont affolés un peu
quand vous avez terminé l'année top 10 chez les juniors? Non, pas spécialement. Bon, c'était plus facile d'avoir, effectivement. On a bien été soutenu, je sais pas si on peut citer, par Yonex. Yonex, qui est quand même une super boîte, quoi. C'est des gens extrêmement sérieux depuis le départ. Ils ont. Pierrug avait été joué à Osaka, il avait déjà eu un contact là-bas avec eux. Et jusqu'à la fin de ses années juniors, il jouait pas avec Yonex. Il a joué avec Yonex quand il a commencé les seniors. Il les a intéressés et Yonex l'a toujours soutenu, quoi. Voilà. Hmm. Ils ont mis un peu d'argent aussi à cette époque-là, Beau geste. quand il a été 9e mondial. Le distributeur français en plus qui est dans votre coin là-bas en Alsace. Ouais, mais en fait, on n'a jamais. Enfin, c'est deux circuits séparés, en fait. Ouais, vous Je étiez connais très bien, focalisé. hein, je connais très bien BDE, mais Ouais, finalement, c'est vraiment deux circuits séparés. ok. La promotion internationale et la diffusion nationale, ça interfère pas. Ce matin, j'ai envoyé un message à Julien en disant j'enregistre à 14 heures avec Jean-Roch. Est-ce que Pierre-Hugues a une ou deux questions à lui glisser avant qu'on aille plus loin? J'ai reçu les quelques questions. Et il y en a quelques-unes que j'ai envie de te poser maintenant avant d'aller plus loin dans le récit. Elle me dit, est-ce que tu peux lui poser, alors je pense qu'elle a transmis ce que Pierre-Hugues lui a envoyé, est-ce que tu peux lui poser des questions sur son comportement sur le terrain quand il jouait encore en compétition? Ça m'intéresse cette histoire. Ah, ça les fait rigoler dans la famille, ouais. Bon, ouais, c'est sûr que quand tu te retrouves, voilà, dans un milieu où c'est pas forcément un milieu de culture tennis et que tu fais un peu ton chemin tout seul, enfin voilà, tu découvres ce sport et c'est un sport qui fait tomber les masques et qui te met dans des états pas possibles. Donc quand tu es Ouais, passionné, quand tu perds, tu comprends pas pourquoi tu perds. Bon, des fois, tu perds aussi complètement les pédales, quoi. Il m'est arrivé, bon, voilà, quand j'étais jeune, quand j'étais, voilà, dans ces classements-là, à zéro, machin, bah, de faire des trucs voilà, peu recommandables sur le terrain, mais en fait, j'étais pas le seul, là. tu cassais des raquettes? Oui, j'en ai cassé quelques-unes, ouais. T'as pas une anecdote à nous raconter pour imaginer un peu le propos? Ce qui les faisait le plus rigoler, c'est quand je raconte l'histoire où je veux lancer la raquette dans le grillage de Nice LTC et puis je rate le haut du grillage et elle tombe dans la rue derrière, donc là, Suzanne Langlaine ou un truc comme ça. Et elle tombe en fait pile sur la bagnole du juge-arbitre, la raquette en bois de l'époque, quoi. Et c'est le juge-arbitre en personne qui me la ramène après. C'était comique. Ça peut faire rire tout le monde, quoi. Voilà. Sympa, tu lui as pas éclaté le pare-brise, ça allait. Non, non, je crois que ça, voilà, bon, c'est une raquette en bois, elle n'a pas dû faire trop de dégâts, quoi. Et Enfin quand, voilà, c'est ce qu'on raconte qu'elle est tombée sur sa voiture, mais j'étais pas là pour voir, hein. C'était de l'autre côté de la haie, on voyait rien. ouais, Voilà. deuxième question, c'est ton rapport à Borg. Bah oui, c'est à peu près la même période, c'est-à-dire qu'en fait, tu es là, tu fais des trucs sur le terrain, quand tu sors du terrain, tu comprends pas pourquoi tu les as faites, et puis tu vois l'autre, le fameux Iceborg, là, qui dit pas un mot, qui, dès qu'il a fini un point, il change de côté, il est déjà prêt à en jouer un autre. Bon, et puis qui finalement crée le fantasme, quoi, parce que finalement, Borg, c'était un fantasme, hein. Quand on a eu McEnroe après, qui lui, au contraire, se tenait très mal, on a compris que c'était une apparence, c'était pas quelque chose de si profond que ça, quoi, son comportement. Et en tout cas, on se pose des questions, et c'est vrai que ça a été le point de départ du fait que j'ai commencé à écrire, en fait, sur la question. Ouais. C'est-à-dire que ça se bousculait dans ma tête, et il a fallu que je mette de l'ordre là-dedans. C'est pour ça que je me suis mis à écrire. Et bien justement, c'est la troisième question. Ce qui t'a incité à t'enfermer dans ta salle de bain pour écrire un livre, Le Mental, qui s'intitule Le Ouais. Mental, livre de 500 pages recto verso, en taille de police 7 à tes 25 ans. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, ça? oui, c'est toute mais c'est toute une période, c'est toute une époque aussi, hein. Je veux dire, on est quand même un peu des pionniers à cette époque-là, hein. Les années 80, là, quand le tennis se développe, bon, il s'est déjà développé avant, hein, faut pas, c'est pas pour, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération du phénomène dans les années 80, là, assez impressionnante. C'est vrai, pourquoi j'étais dans la salle de bain, c'était la seule pièce qui était chauffée de la maison, quoi. On roulait pas sur l'or, quoi. Donc c'est pour ça, D'accord. c'est pour pas mourir de froid, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que, si on devait retenir quelques clés de ce livre, Le Mental, c'est tellement vaste le mental, qu'est-ce que tu as essayé de transmettre? Bah, c'est un bouquin que j'ai pas publié. J'avais eu un contrat d'édition pour, et je l'ai pas publié parce qu'en fait c'est hyper scolaire. Ça, quand j'ai eu fini, j'ai mis le point final à ce livre qui était plutôt pas mal, que je relis avec un certain bonheur. En fait, ça n'apporte strictement rien. Parce que quand tu prends les grands thèmes du tennis, la concentration, la confiance, l'agressivité, des trucs comme ça, et puis que tu fais un pensum là-dessus, c'est bien. Je pense que ça peut apporter quelque chose. Ça m'a apporté quelque chose, mais au bout du compte.
bah, ça te fait une belle jambe, quoi. Ça te rend pas meilleur sur un terrain de tennis. Donc, j'ai pris le problème un peu sous un autre angle, et je pense qu'au fur et à mesure, c'était plus efficace, quoi. Si tu avais une clé ou deux à transmettre à travers ce bouquin de 500 pages, ça serait lesquelles? Bon, alors là, ça, c'est très difficile de répondre à une question comme ça. Trop Non, non, vaste? c'est tellement Trop vaste. vaste? Le tennis, c'est vraiment un domaine sans limite. Je dirais qu'une erreur qu'on a, c'est qu'on saucissonne le tennis. C'est-à-dire il y a beaucoup d'erreurs à pas commettre. Il y en a une que j'ai comprise assez vite, c'est qu'il faut arrêter de saucissonner en mettant la tactique, la technique. Le mental, parce que ça veut strictement rien dire, ou la condition physique. Je pense qu'en fait, le tennis, il faut plus employer le mot technique. Tout est technique. La tactique, c'est technique. La manière d'utiliser ses émotions, d'utiliser son intelligence, sa mémoire, tout ça, c'est technique aussi. C'est un sport éminemment technique. Et évidemment, il y a la technique gestuelle, voilà, la biomécanique, il y a beaucoup de choses, mais c'est tellement vaste que dire, c'est tellement, on le voit bien à très très haut niveau, c'est tellement une accumulation de petits détails de rien du tout qui font souvent une grosse différence en termes de hiérarchie. Il n'y a pas une grosse différence au score, mais il y a plein de petites différences qui sont faites par certains joueurs et qui font qu'ils sont au sommet, quoi. La quatrième question qu'elle me souffle, enfin qu'il me souffle, l'éducation par le tennis et notamment la compétition chez les enfants en apprentissage de la vie. Ton rapport à ça, c'est quoi ta vision des choses? Bah, oui, enfin le sport en général est une école de la vie. Le tennis, le tennis étant ce sport que tu peux, dans lequel tu peux exceller, quel que soit finalement ton profil. Tu peux être grand, petit, enfin tout le monde peut réussir dans le tennis quasiment, à moins d'avoir un gros handicap. Tu peux trouver une stratégie qui soit payante pour toi. Et je trouve que ça, c'est assez exaltant parce qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Si tu t'y prends bien, tu peux faire des miracles. Et tu penses pas que les jeunes qui font de la compétition dans le tennis se renforcent encore plus mentalement dans le sens où c'est peut-être un des sports les plus durs, quoi, comme tu disais avant, qui est éminemment technique à tous les étages. Mais bien sûr, c'est un des sports les plus exigeants, je te rejoins complètement là-dedans. Donc c'est quelque chose qui peut te donner une expérience dans la vie. Encore faut-il prendre les choses par le bon bout, hein, Mm. parce que ça peut te rendre dingue aussi, hein, et ça peut avoir des conséquences gravissimes sur ta santé mentale. Voilà. Donc non, non, je crois que c'est un sport extraordinaire, mais il y a mille manières de l'aborder, mais il y en a qui prennent les choses du mauvais côté, quoi. Bah, on a fait un épisode avec Maxime Fauvio dont le papa avait drogué les adversaires. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Oui, je me souviens de ouais, ce Compliqué. fait divers glaçant. Ouais. Et Maxime qui a accepté de témoigner là, on a enregistré il y a 6 mois. Et tu vois, c'était un peu plus de 10 ans, donc le temps qu'il se reconstruise, il a terminé SDF, enfin ça a été hyper dur, quoi. Hyper, hyper dur. Valentine Le, Fauvio, sa le sœur, fils, là, du coup. là c'est le Le fils, fils. ouais. Valentine, Ouais. j'étais dans sa classe, j'ai fait un an chez Mouratoglou, j'étais dans sa classe aussi quand ça s'est produit. Compliqué, hein, l'histoire, très compliquée. Mm. Et enfin, dernière question soufflée par Pierre Hugues. Comment t'as fait pour y croire autant, pousser Pierre Hugues à accomplir son rêve de devenir joueur de tennis professionnel? La confiance que tu as eue en ta méthode, d'ailleurs je te questionnerai sur ta méthode, quelle est-elle? Il ajoute même le culot que tu as pu avoir alors que quand vous êtes lancé dans ce projet, ça devait beaucoup jaser. Je crois que si comme c'est le cas, tu tombes sur un gamin donc qui est passionné, je dirais pas qu'il est plus talentueux que les autres. En tout cas, il avait ce talent particulier de beaucoup, beaucoup travailler, ce qui est peut-être le talent le- le plus fondamental pour réussir. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Enfin, pourquoi ne pas y croire? Disons que tout ça, c'est des postures, c'est-à-dire que tu es environné de gens qui, quelque part, pensent à l'envers. C'est vrai que si tu veux devenir numéro un, faut dès le départ projeter d'être le numéro un. Il y a des citations là-dessus, hein, c'est pas si tu projettes d'être numéro 2, tu finis dernier, quoi. Voilà, donc il y a un moment donné, il faut pas se mettre de limites. Bon, moi j'y ai cru, j'y ai cru tout simplement bah, parce que t'as pas le choix. C'est-à-dire où tu fais le truc ou tu le fais pas. Si tu le fais, c'est pour être numéro un. Après, tu vois bien ce qui va t'arriver. Donc effectivement, Pierre-Hugues a été numéro un en double, enfin en équipe, puisque c'était Nicolas Mahut qui était numéro un et lui il a été numéro 2. Donc l'objectif c'était qu'il soit numéro un en simple. Il a été en double, on va dire, à l'échelle d'une équipe, quoi. Ouais.
il y en a un où on est tous des rigolos par rapport à lui, c'est Richard Williams, hein, voilà. Pourquoi tu dis Vous que... posez la question à Richard Williams, hein. Ah bah parce que lui, ça défie totalement l'entendement, quoi. Lui, il a programmé au départ ses filles pour que ces deux filles soient numéro un et numéro 2 mondial, quoi. C'est absolument incroyable. Ouais, mais C'est il y avait eu de la perte aussi avant, avec deux grandes sœurs, je crois, qui avaient essuyé les plâtres. Non, je crois pas qu'elles aient joué au tennis, ces grandes sœurs, hein, de Vénus et Serena. Non, non, à un moment donné, il a vu combien il gagnait de dollars. Il s'est dit, il a dit à sa femme, on va refaire deux gosses et puis elles seront championnes de tennis. Non, non, mais c'est véridique tout ça et c'est complètement, quand la réalité dépasse complètement la fiction, c'est juste incroyable. Mais je crois qu'il faut y croire. On peut pas ne pas y croire. Qui n'y croit pas parmi ceux qui réussissent, quoi. Voilà. Disons il y a un moment donné où je me souviens d'un moment important où on rentrait d'Autriche avec Pierre Hugues, où il avait fait un match, je vais être trivial, en se regardant un peu le trou de balle, où il avait ramené les choses à lui, et bon, mais dans ces conditions-là, il avait perdu, et ça manquait un peu d'engagement, ce qu'il faisait, quoi, personnel, d'abnégation, quoi. Et en revenant, je me suis dit, mais c'est sûr que si tu prends les choses sous cet angle, tu vas jamais réussir, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut se sentir en mission quand tu joues au tennis. Je pense un André Agassi qui n'aimait pas le tennis, mais qui à un moment donné a eu ce rapport particulier avec le public, il s'est senti en mission vis-à-vis du public. Quand on voyait donc Joe Tsonga aussi dans son comportement sur le terrain, sa communion avec le public, je crois ce que je me suis dit justement à cette époque-là, Pyrrhus avait 16 ans, 16-17 ans, je me suis dit, bon, si nous, on n'y va pas, c'est le discours que je t'ai inspiré, que si nous, on n'y va pas, qui va y aller, quoi. C'est-à-dire, si tu veux, au point où on en est, on n'a plus le choix, il faut y aller, quoi. C'est un peu comme quelqu'un en première ligne, s'il faut faire tomber une ligne ennemie, il faut y aller avec une grenade, il faut bien qu'il y en ait un qui y est, quoi. Qui y aille. Alors bon, il va peut-être rester sur le tapis, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, il ne faut plus hésiter. Et bah, à un moment donné, on s'est retrouvé quand même dans cette logique-là. Et donc là aussi, on y croit. C'est ça, y croire, en fait, c'est y aller, quoi. T'as pas le choix. Et c'est quoi ta méthode évoquée plus tôt? C'était le fameux aller vers l'avant, se ménager, mais jouer le double quand même, mais porter vers l'avant. C'était ça ta méthode ou c'était autre chose? Non, méthode, c'est beaucoup plus vaste que ça. Bah, disons, c'est la méthode. Alors déjà, il n'y a pas une méthode, hein. Chaque entraîneur, chaque enseignant, quand il a un peu d'expérience, commence à finalement mettre au point sa méthode à lui, qui correspond à sa sensibilité, à ses mots, voilà, à son bagage, etc. Bon, donc, disons, ma méthode, je peux pas la résumer, c'est pas possible, mais je peux te donner des exemples. Par exemple, quand les gamins étaient petits, un de mes principes de base, c'est de leur apprendre à dire bien joué, pardon, excuse. Voilà. C'est-à-dire quand tu mets, finalement, tu fais des balles avec quelqu'un, si tu mets la balle dans le filet et que tu prives l'autre de la balle, tu dis pardon. Voilà. Si à un moment donné, tu es sur un court et que l'autre il joue mieux que toi, tu dis bien joué, quoi. Donc en fait, c'est souvent une analyse simple de ce qui s'est passé sur le terrain. Et j'ai expliqué même à Pierru que quand tu es en compète et que tu perds un point ou tu estimes que tu aurais dû le gagner, mais que tu fais une erreur que tu n'aurais pas dû faire, tu peux penser pardon dans ta tête. Voilà. Et bon, à la fin du match, tu lui dis merci. Voilà. Donc, c'est souvent des choses très très simples mais assez profondes, quoi, et qui sont le fruit quand même de pas mal d'expériences. Voilà, après, ma méthode, elle est aussi technique par moment sur des façons de procéder. Bon, par exemple, ça les faisait rigoler quand je faisais jouer Pierre-Hugues pieds nus, par exemple, pour qu'il apprenne à économiser ses déplacements et justement optimiser finalement ses appuis. Bon, bah ça en fait rigoler plein, mais c'était des choses qu'on a faites à certains moments. On les a faites rarement, mais on les a faites. Voilà, la méthode, c'était à un moment donné, enfin, un exercice que tu as dû voir pratiquer, qui consiste à faire rebondir une balle. C'est un exercice d'entraînement. Tu joues dans les carrés de service, tu fais rebondir une balle dans ton carré de service pour atteindre le carré de service de l'autre. Et tu dois prendre la balle de volée, la faire rebondir donc moi j'appelle ça du ping tennis. Bon, bah ça, par exemple, quand Pierre-Hugues avait 18 ans, 18-19 ans, c'était pratiquement un tiers de son entraînement pour travailler le cardio, un tiers du temps qu'il passait avec une raquette et une balle sur un terrain de tennis, il faisait ça. C'est peut-être monstrueux, ça. C'est appelé Euh, le Joko sur le circuit. Maintenant, il le fait moins, mais je sais pas, mais avec moi, à l'époque, j'ai considéré que c'était extrêmement enrichissant de faire cet exercice et ça développait beaucoup de qualités qui me paraissaient intéressantes. Et c'est vrai que sa progression, à l'époque, a été assez spectaculaire, quoi. Bon, il faisait pas et voilà, il faisait aussi beaucoup de compètes, de trucs. Mais je veux dire, moi, j'ai pas de limite sur la méthode. Des fois, je réfléchis, j'essaie de faire des choses simples,
qui correspondent à un moment donné aux joueurs. Voilà, et il y en a qui parlent de la boîte à outils. Voilà, j'ai une boîte à outils avec beaucoup de matériel dedans et je sors ce dont il y a besoin pour un petit peu, voilà, sur le moment venu. Et j'ai aussi inventé énormément d'exercices, de choses qui, à un moment donné, voilà, dans l'attirail, peuvent être utilisées et faire passer certaines choses. Parce que des fois, il vaut mieux un bon exercice que des longs discours où tu palabres et tu brasses de l'air et en fait, il se passe rien, quoi. Il vaut mieux mettre les joueurs en situation et ils apprennent les choses naturellement à partir de là. Il y a juste un truc que j'ai pas bien compris, c'est le pardon. Enfin, pourquoi je comprends hein, sur désolé, j'ai mis la balle dans le filet, mais pourquoi en match dire pardon, ça peut aider sur la C'est faute qu'on le vient de pendant faire. de bien jouer. Si tu dis pas pardon, tu dis bien joué. Si tu dis pas bien joué, tu dis pardon, en fait. C'est-à-dire, c'est une analyse rapide de la situation. Est-ce que ce Ok. point, j'aurais dû le gagner ou est-ce que je l'ai perdu à la régulière contre quelqu'un qui, là, présentement, sur ce point-là, était meilleur que moi, quoi. Donc, Hmm. c'est une manière d'analyser une situation de façon froide, sereine et, voilà, intelligente. Ok. Et déjà, à la portée de n'importe quel gamin jeune, il peut comprendre la situation, que de se Hmm. mettre à gueuler ou pleurer, jeter sa raquette parce qu'on a perdu, sans analyser la situation. Hmm. Donc quatrième étape de sa progression, de votre progression, de votre parcours, enfin de sa progression, mais de votre parcours commun. Ça a été les futurs, quelques qualifs, quelques wildcards offertes par la Fédé. Toi, tu avais en tête de faire peu de futurs, d'aller rapidement en qualif de Challenger, ATP 250 pour pas trop traîner dans ce marécage. 6 tournois sur 7, il gagne le double à chaque fois. Donc il y avait un décalage de fou dans son niveau, entre son niveau de simple et de double. Il avait toujours un an d'avance sur le double finalement. Comment le simple a pu rattraper un peu le double? Comment tout s'est goupillé en fait à ce moment-là pour arriver à maturité finalement? Bah, disons que c'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, comme il y avait un espèce de décalage physique qui faisait qu'il était plus à l'aise sur un demi-terrain que sur un grand terrain, voilà, il y avait une efficacité plus grande en double qu'en simple. Bon, Hmm. après, il n'est pas question de se spécialiser à un jeune âge, et bon, il s'est retrouvé, et ce qui était quand même symptomatique à un moment donné, quand il a commencé vraiment à se développer physiquement et à gagner pas mal en simple. C'est effectivement sur 7 tournois qu'il gagne à un moment donné, dont je crois que c'était 6 futurs et un challenger, ou 5 futurs et 2 challengers, je me souviens plus très bien. Sur ces 7 tournois où il va au bout, les seuls 7 tournois où il va au bout en simple, bah, 6 fois il gagne le double, quoi. Donc ce qui illustrait toujours ce décalage, c'est-à-dire qu'il avait cette faculté bon, de gagner le double relativement facilement, compte tenu que s'il était capable de gagner en simple, bah, du coup, bah, en double, il a gagné aussi, quoi, voilà. Et comme il faisait les deux épreuves sans trop se poser de questions, bah, il l'a fait, quoi, voilà. Et bon, après, il a petit peu changé de main au niveau des entraîneurs, et je pense pas qu'il voyait les choses de la même manière que moi, parce que moi, je pense que McEnroe a gagné en simple et en double les tournois. Je pense que s'interdire aujourd'hui de gagner simple et double un grand chelem, c'est une absurdité. Il faut aller sur le terrain, il faut faire ce qu'on a à faire, et je veux pas dire, je dis pas qu'il faut pas faire le choix de ne faire que le simple, ou enfin c'est pas ça. Après c'est un choix personnel du joueur, mais en tout cas avoir une espèce de diktat au départ et dire c'est pas possible de le faire, c'est une absurdité, parce qu'il y a bien un joueur qui va finir par le faire peut-être un jour. Hein, voilà, et qui fera mentir tous les autres. Quand tu vois que Nadal il gagne 14 fois Roland-Garros, et que Novak, il en est à 25 grands chelems, voilà, il y a des petits malins qui auraient dit il y a 20 ou 30 ans, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc quand vous arrêtez votre collaboration, il est combien en simple et combien en double? Bon, il est aux alentours de la centième place, quoi. En simple? Voilà, parce que jusque-là, c'est que moi qui bossais avec lui. Ouais. Bon, il y avait quelques entraîneurs physiques, ou il y avait quelques petites collaborations ponctuelles avec d'autres personnes, mais bah, on était quand même, voilà, tous les deux en tandem sur le truc, quoi. Et en double, il est combien à ce moment-là? Ah oui, là, là il est 60 ou 70. Et Ouais. il a pas encore commencé la collab avec Mahu. À un moment donné, il arrive 70. Je demande à plein de joueurs français à ce qu'ils le fassent rentrer en Grand Chelem en jouant avec lui, des joueurs qui étaient haut classés en simple. Il n'y en a aucun qui veut jouer avec lui, sauf Édouard Roger Vasselin, mais finalement, ils ne sont pas rentrés. C'était limite pour rentrer dans les Grands Chelems. Puis un petit peu plus tard, il gagne Tokyo en double, en fait. Il gagne Tokyo en partant des qualifs avec un Polonais, Przyszeczny, qui avait jamais gagné un match de double de sa vie, et il gagne le tournoi en battant les Bryan, en battant des grosses équipes du moment, Dodic, Melo, des trucs comme ça.
Là, bah, il se trouve que Nicolas Mahut, qui pouvait plus jouer avec Liodra, Michael Liodra, parce il avait plus de bras à l'époque, là, et bah, donc il a fait équipe avec Pierre. Et tu sais pourquoi les Français voulaient pas jouer avec lui au départ? Parce qu'il n'avait pas encore fait ses preuves ou quoi? C'est ça. Ils ne voyaient pas forcément l'intérêt d'aider un de leurs compatriotes, lui mettre le pied à l'étrier pour qu'il fasse un grand chelem, qu'il gagne un peu de sous dedans. Ils n'ont pas trop joué les grands frères, quoi. Et puis ils étaient sur leur carrière individuelle. Maintenant, je jette la pierre à personne. C'est juste un constat. Hmm. On peut reprocher à personne. En même temps, on peut aussi s'interroger sur l'état d'esprit général, quoi. Par rapport au double, notamment. Ouais. Bah, début d'année, je fais un épisode avec Lucas Sanchez à Melbourne, qui est -15 en simple et aux portes du top 100 en double, qui me disait, bah là, gentiment, Moutet a accepté de jouer en double avec lui à l'Open d'Australie pour lui permettre de rentrer dans le tableau, prendre le prize money et financer une partie de la saison, ouais. Plutôt sympa. Non, mais ça, c'est fondamental. C'est des petits gestes, voilà, avec des grandes conséquences pour le joueur. Voilà. Mm. Donc vous arrêtez votre collab, il est aux portes du top 100 en simple, il est 70 en double, il y a entre guillemets, enfin, il est sur le point d'exploser quelque part et c'est pas trop frustrant pour toi d'arrêter à ce moment-là? Bah, ça a été ma décision parce que je trouvais que notre relation se dégradait et que moi, mon souci, c'est pas d'instrumentaliser un joueur. On parlait tout à l'heure de l'identité du joueur. Moi, c'est moi, je fais ce que j'ai à faire en tant qu'entraîneur, mais bon, ce qui est important, c'est que le joueur s'épanouisse, quoi. Moi, je suis au service du joueur, vraiment. Donc, à un moment donné, je me suis tiré une balle dans le pied, c'est clair, et j'ai considéré que l'intérêt prioritaire, c'était l'intérêt de Pierre-Hugues, et qu'il fallait qu'il vole de ses propres ailes, qu'il s'émancipe, parce que ça me paraissait nécessaire pour son développement, parce que je me voyais à l'époque dans des relations qui étaient contre-productives, et je me voyais 5 ans plus tard dans les mêmes relations un peu à la con. Je lui ai dit, écoute, on va arrêter à la fin de la saison, enfin 6 mois plus tard, quoi. C'était à Rome hein, en 2014. Et Et je lui ai dit, voilà, l'année prochaine, tu prends tes décisions. Voilà. pour les papas qui écouteront et qui pourront peut-être s'identifier à certains points, c'est quoi les relations conflictuelles? Vous vous engueuliez? Comment ça se passait? À quel moment on se dit que c'est plus productif en fait? Bah, disons que quand on se retrouve avec un garçon, il avait 23 ans à l'époque, hein, je pense que il se sentait à l'étroit dans le projet, avec toujours, c'est des relations ambivalentes parce que à la fois c'est un adulte, il est majeur quoi, 23 ans, mais en même temps ils sont encore un peu bébés certains à cet âge-là. Et bon, Pierruc, de par une relation finalement on était toujours ensemble, il avait tendance un peu d'un côté à se rebeller, mais de l'autre côté un peu à se planquer derrière moi. Enfin, c'était pas. De son côté, je sentais que il était à l'étroit là-dedans et qu'il fallait qu'il se libère de quelque chose, quoi. C'est tout. Donc moi, je dirais la décision que lui n'aurait pas prise, moi je l'ai prise, quoi. Voilà. Et tu l'as aidé à trouver un autre Mais coach? après, c'est vrai que dans mon fort intérieur, je me disais, voilà, il va faire l'expérience des choses et puis on se remettra à collaborer plus tard. En fait, ça s'est jamais fait, quoi. Après, j'ai fait des piges, des trucs à droite à gauche, mais bon, il n'y a jamais rien eu de sérieux, on va dire. Enfin, c'était du bricolage. Voilà. Ça a été dur pour toi Voilà. de lâcher? Oui, enfin, c'est franchement ce que je sais le mieux faire. Pas recommencer à enseigner. Je suis resté dans l'entourage de Pierrugue, hein. J'étais toujours quelque part, aux affaires, un peu en coulisses, quoi. Voilà. Donc, j'ai toujours été partie prenante du projet jusqu'en 2024, en gros, hein. Bon, on avait mis en place une organisation pour que quand même il me finance aussi à titre professionnel. Donc, moi, je lui en suis très reconnaissant. Mais disons, sur le plan proprement dit du coaching, du travail sur le terrain aux côtés d'un joueur, c'est vrai que c'est ce que je sais le mieux faire, quoi. Et du coup, je l'ai plus fait, quoi, de façon sérieuse. Tu as eu des propositions d'autres joueurs? Non, et puis de toute façon, je les aurais déclinés parce que je peux pas aller travailler avec un autre joueur alors que tout le savoir-faire que j'ai, c'est le fruit quand même de enfin, l'essentiel du savoir-faire que j'ai, c'est le fruit de la collaboration avec Pierre-Luc. Donc c'est juste déontologiquement pas possible. T'as pas compris quand Tony Nadal, par exemple, il allait dans le staff de Félix Auger-Aliassime? Bon, c'est son problème. Je préfère. J'en ai discuté avec Frédéric Fontan de cette affaire-là, mais
assez longuement, mais bon, je préfère pas m'exprimer là-dessus. C'est leur histoire, c'est pas la mienne. Et du coup, t'as aidé Pierre-Hugues à trouver un autre coach après, ou ça s'est fait comment la Non, non, passation? surtout pas. Justement, l'idée, c'était que justement, il assume ses choix et il trouve quelqu'un. Alors, il a eu des choix qui m'ont surpris. Bon, après, je pense que c'est quelqu'un d'équilibré dans sa vie. Et c'était le but, hein. Je veux dire, quand tu es joueur de tennis, c'est une chose, mais t'es pas là pour te. C'est ce que disait Georges Brassens, mourir pour des idées, mais de mort naturelle. Je pense qu'il faut pas s'immoler pour le tennis. Il faut pas devenir un obsédé de quelque chose. Il faut vivre de façon équilibrée. Je pense qu'il y en a qui arrivent très bien, d'autres moins bien. C'est quoi ton meilleur souvenir ensemble? Il y en a des centaines et des centaines. Mais si tu devais en choisir Franchement, un ou deux, j'ai que des bons souvenirs. et les plus forts? C'est tellement vaste, il s'est passé tellement de trucs et il y a tellement de moments qui sont mémorables, dont je me souviens, c'est sûr. Non, non, c'est une super aventure partagée. Tu dirais que c'est les plus belles années de ta vie? Ah oui, 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 parce que quand on parlait de Ferrari, on parlait de gamins passionnés. Moi qui ai commencé à écrire sur le tennis à 25 ans, qui vraiment qui bossait le métier à fond, je me suis retrouvé à pouvoir adosser et je pèse bien mes mots, adosser un projet personnel qui était celui de développer des qualités d'enseignant sur un joueur qui lui-même essayait de faire une carrière de joueur pro. Donc on a vraiment, tous les deux, on s'est nourris l'un l'autre de tout ça, et ça, c'était absolument génial. C'est le plus belle année de ma vie, parce que là, j'étais déjà assez âgé, mais j'ai appris des choses mais incroyables. C'était génial, franchement, c'est une aventure incroyable. Pour son premier titre en Grand Chelem, c'est l'US Open en 2015. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté à ce moment-là? Bah, c'est en septembre 2015, et on avait arrêté fin 2014. Et tu le regardes à la télé, le titre? Hmm. Je le vois à la télé, ouais. Et à la balle de match, tu ressens quoi? Moi, je suis content, je suis pas étonné. Ce qui était intéressant, justement, chez Pierruc, c'est que plus on se rapprochait de la finale, mieux il jouait. En fait. C'est-à-dire, et là, je me disais, bon, bah, finalement, c'est aussi, il a l'habitude d'aller au bout. C'est tous ces tournois qu'il avait gagnés quand il était jeune, en Challenger, machin. Et c'est vrai qu'il était comme un poisson dans l'eau, quoi. Voilà. Et au niveau de sur l'échelle de la fierté, t'es comment? Rien de spécial. Franchement, Ah ouais. Ok. Assez détaché finalement, que ça soit un Grand Chelem, quoi. bah oui, enfin, tu sais, quand après, t'es complètement dans le truc, t'es de l'autre côté de la barrière, bon, ouais, c'est des objectifs. Moi, je me rappelle quand j'étais joueur, tu me posais la question sur ma carrière, je me représentais les classements de façon. C'était quelque chose où je me mettais des limites absolument incroyables avec tous ces classements français. Enfin, ouais, première série, -15. Voilà, bon, tu dis un dingue avec ça. Bon, et finalement, tu te retrouves, c'est l'avantage du classement ATP, à un moment donné, tu t'en fous qui tu bats. Que tu battes Federer ou que tu battes une sur wildcard, si tu passes le tour, tu prends autant de points, quoi, tu vois, ça c'est intéressant. Il faut avancer, quoi. Et petit à petit, je me suis quand même énormément détaché du résultat. Et pour moi, c'était la conséquence logique. Moi, je le voyais aller beaucoup plus loin que ça. Ouais. Beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire quoi beaucoup plus loin? Bah, beaucoup plus loin que ce qu'il a fait en réalité au final. Voilà. En simple Ce qui et en est, double, bon, les deux? ce qui est en soi déjà phénoménal. C'est sûr que pour ce qu'il a fait, j'aurais signé tout de suite 10 ans avant. Donc Alors, pas de quand on est au regret. début du projet, Ouais. arrivé là, quand il commence à prendre son envol en 2014, 2015, quand il joue Djoko à Bercy à l'époque, voilà, en 2013, franchement, je le voyais arriver très, 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 très loin. Maintenant, bon, en même temps, il y a pas il y a pas de regret particulier. De toute façon, c'est son histoire à lui, c'est sa vie. Et comme il disait quand il posait la question tout à l'heure, comment tu fais pour y croire autant? Bah, moi, je percevais les signes avant-coureurs de quelque chose qui va au-delà même de ce qu'il a fait, quoi. Et Dieu sait que ce qu'il a fait, c'est déjà phénoménal. Pareil à Roland-Garros, pas d'émotion débordante particulière pour un Grand Chelem à la maison? C'est génial. Moi, j'ai beaucoup. Là, j'y étais, par contre, et voilà, quand les gens ils chantent, je crois, la Marseillaise à la fin, après le match, c'était grandiose, c'était des grands moments, hein. Ouais, c'est sûr, quoi. T'as Mais versé une après, larme? bon, là, ils avaient gagné déjà, je sais pas combien de tournois. Encore à l'US Open, ils n'avaient pas gagné tant de tournois que ça avant. Ouais. Mais après, là, quand ils gagnent Roland-Garros, ils se sont envoyés, je sais pas, avec Nicolas Mahut, ils se sont envoyés, je sais pas combien d'ATP 1000. Enfin, ils ont déjà un énorme palmarès. Donc, c'est toujours la suite logique du reste, quoi. Et Nico Mahut, il avait le rôle un peu de grand frère dans la collaboration, en tout cas sur les débuts. Toi, tu la sentais comment en tant que papa?
Toi qui le connais par cœur, Pierre-Hugues, cette collaboration. Je pense que bon, il y aurait beaucoup à dire. Il y a pas eu que des bons côtés, hein, loin de là, mais je peux pas m'exprimer là-dessus. Par contre, c'est sûr que Nicolas Mahut, c'était un joueur justement complètement habité par le professionnalisme, quoi. Il est à 200% sur l'objectif du tournoi. Enfin bon, c'est quand même un grand professionnel, hein, et pour un joueur qui avait l'époque 10 ans de moins, bon, c'est quand même c'est réconfortant et c'est stimulant bah, d'avoir un partenaire qui est complètement investi dans ce qu'il fait, quoi. Je pense que l'un dans l'autre, en tout cas ça a apporté beaucoup à Pirug et ça explique les résultats qu'ils ont eu ensemble. Tu dirais que c'est quoi les... Au-delà du fait que c'est un super joueur de double aussi, hein, sur le plan Ouais. purement technique. Tu dirais que c'est quoi l'erreur ou les deux, trois erreurs majeures que tu as faites pendant votre collaboration? Bah, de toute façon, des erreurs, on en fait toujours. L'erreur majeure, bah, c'est sûr que, enfin, on se regardait avec mon épouse des fois. Bon, on doit se mettre le doigt dans l'œil, peut-être justement dans la relation qu'on a avec les gens, parce que c'est vrai que Pierre a fait des choses après qui nous ont vraiment surpris dans ses choix. On ne s'attendait pas forcément à ça. Je pense avec encore un peu plus d'expérience, j'aurais peut-être encore mieux compris à qui j'avais affaire, la personne qu'il est profondément. Et j'aurais peut-être été plus performant dans mon relationnel avec lui. Voilà. Mais en fait, on apprend justement de ses erreurs et voilà, il y en a eu plein d'autres, hein, des erreurs. De toute façon, il y a toujours des erreurs. Et tu penses que vous Après, on avez fait fait... comme on sent, c'est difficile de tout. Finalement, moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien qui est assez carré, mais au final, tu fais les choses au feeling, hein, quand tu prends des décisions. Voilà, c'est une forme d'instinct du truc, quoi. Je regrette pas en fait, hein, parce que j'ai toute la manière de faire, j'ai pas de regrets, quoi. Tu penses que tu as préservé grandement vos relations, votre relation en temps le vent du projet? Bah, c'est le plus important, oui, 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 je pense que le cœur de la relation, qui est justement la famille, le fait d'être solidaires les uns des autres dans la famille, autour des projets des uns et des autres. Et Dieu sait ce que le projet de Pierrugue a occupé beaucoup la famille. On a dû être beaucoup solidaires autour. On n'a jamais dégradé nos relations, bien au contraire. Je crois que ça a resserré les liens. Et je crois qu'aujourd'hui, on est d'autant plus forts tous ensemble, quoi. Et ça, c'est sans doute plus important qu'un grand chelem. Hmm. Après, le grand chelem, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un métier. Le tennis, pour moi, ce que je ressens profondément, c'est un métier d'amuseur public, hein. C'est de l'entertainment, comme disent donc, ce qui compte, c'est le public, en fait. Ce qui compte, c'est le bonheur du public. Ce qui compte, c'est comment tu peux, à un moment donné, justement, avoir cette générosité vis-à-vis de ton sport, du public, et comment tu peux faire rêver les gens. Et c'est vrai que c'est quand même une mission très, très importante dans la société. Et même si, finalement, au bout du compte, tu peux, toi, prendre une certaine distance par rapport à toute cette gloire assez éphémère et assez surévalué que ça représente. Je crois que ce que tu as pu donner dans le moment présent aux gens qui t'ont vu à l'œuvre, je pense à la Coupe Davis par exemple, c'est quand même extraordinaire à Lille. Tu vois, cette ferveur, tu vois, tout ça, enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est un métier extraordinaire. Et quand tu es coach, c'est aussi un métier extraordinaire parce que tu y contribues, quoi. Mais c'est ça le plus important. T'étais dans le public à Lille? Ah oui, oui, bah oui, enfin, j'y étais à Lille, oui, oui. Les deux fois, oui. Non, non, c'était énorme. Là, j'ai des super souvenirs. Aussi, tu me demandais quels sont les plus grands souvenirs. C'est un super souvenir, quoi. Est-ce que tu es allé chercher un peu auprès de parents de joueurs ou joueuses qui sont devenus pros? Le père Williams, on en parlait tout à l'heure, ou je sais pas, Walter Bartoli, ou d'autres parents. Oui, oui, moi tu veux dire, voilà, prendre un peu des infos, des conseils, Ouais, des gens qui étaient dans la même structure, ou qui l'avaient été, ou qui étaient dedans à ce moment-là. qui étaient dedans. Ouais. Ah bah on échangeait beaucoup, hein, c'était ça qui était super aussi quand on était sur les tournois de jeunes, tout ça, tu te retrouvais avec des entraîneurs. Bon, il y avait des moments où on partageait beaucoup de choses. Ouais. Quand tu as qu'un joueur à t'occuper, donc tu as le temps d'aller voir jouer les autres, tu as le temps d'aller voir un peu comment ils s'entraînent, tu t'écoutes, tu as des oreilles un peu partout, donc tout ça c'était très enrichissant. Et puis aller demander conseil à des joueurs, bah, je l'ai fait en Alsace, hein, je suis allé un jour, je suis allé voir Patrick et Evelyne Mathieu par exemple, les parents de Paul-Henri, pour leur demander voilà, comment ça s'était passé un peu, puisque j'étais dans la même situation. C'est sûr que c'est important d'échanger et après tu fais ta tambouille à toi, tu as ta méthode, mais bon, c'est quand même intéressant de prendre des avis et de s'inspirer des fois de choses qui te correspondent, quoi.
Tu m'avais parlé de Daniil Medvedev aussi qui disait de Gilles Simon, il me guide, non, de Gilles Savard, pardon, il me guide de l'intérieur. J'étais tombé dans l'équipe magazine sur cette citation à un moment donné, donc c'était Daniil Medvedev qui parlait, il disait ouais, on me guide de l'intérieur. Et j'avais trouvé ça très fort parce que je pense que le rôle du coach, c'est pas de plaquer des fantasmes, donc une méthode, voilà, dont il pense que c'est la bonne parce que c'était la sienne sur son joueur, mais c'est d'être capable de rentrer un peu dans la peau de celui qui l'accompagne. Et puis, comme un jardinier va mettre ce qu'il faut, les petits engrais qu'il faut, voilà, les petites touches très légères, va justement avoir ce rôle presque discret et je parle en termes de ce qu'on propose comme conseil, comme truc, voilà, pour guider le joueur, mais de le guider par rapport à, comme dit Daniel Medvedev, de l'intérieur, par rapport à ce dont il a vraiment besoin pour se développer lui, quoi. Hmm. C'est-à-dire de l'intérieur, pas de l'extérieur, et pas plaqué. Bon, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est ce que je me suis rendu compte, c'est quand même ce que je m'étais forcé de faire tout du long, quoi. C'est quoi le plus dangereux chez un parent de joueur? Tu dirais ses rêves, ses propres rêves ou ses propres peurs? C'est sûr que tu es pas là pour réaliser tes propres rêves à travers le joueur. Donc, ça, là, tu l'instrumentalises. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Justement, où tout en étant vraiment impliqué, tu as toujours la distance, la distance qu'il faut, quoi. C'est pas ta vie, c'est pas ton projet, c'est toujours le projet du joueur. Tu peux pas comme ça dérober à un joueur son, son propre projet, quoi. T'es là, moi je vois toujours ça comme t'es le serviteur, quoi. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit très peu, c'est-à-dire des personnes dans l'entourage des joueurs qui se montrent discrets, efficaces, toujours des gens qui qui veulent attirer la lumière sur eux. Cette humilité-là du coach, du formateur, parce que c'est quand même un métier de formateur, en même temps tu formes et tu formates pas, quoi. C'est-à-dire, c'est un accompagnement. Mais c'est très rare, en fait, Tu, co- dans le milieu. Tu continues de regarder les matchs de Pierre Hug à la télé? À l'heure actuelle, je les regarde pas parce que de toute façon, je suis pas impliqué dans le débrief des matchs. Donc, bon, j'en ai vu et vu et vu des matchs. Je regarde très peu de tennis à la télévision parce que j'y apprends pas grand-chose en fait. Je regarde encore beaucoup Djokovic. J'aime bien regarder Medvedev. Il y a des joueurs que j'aime bien regarder. Il y en a d'autres qui m'apprennent pas grand-chose que je ne sache déjà, quoi. Voilà, par exemple, Yannick Sinner, bon, je suis tout à fait admiratif de la technique du joueur. Après, c'est hyper répétitif, ça apprend pas grand-chose. J'ai assez bien compris comment il jouait. C'est pas un joueur qui va me surprendre, quoi. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas au bout de peut-être de nos surprises au niveau du palmarès, mais bon, je comprends un peu comment. Alcaraz? Voilà. Donc je regarde ce qui va m'apprendre moi en tant que. Je regarde. Moi, je suis un grand fan de tennis, mais je regarde plus le tennis comme ça, quoi. Alcaraz, Je sais t'en pas penses si. quoi? Bon, Alcaraz aussi, j'apprends pas grand-chose. Voilà, bon, mais par contre, je préfère effectivement le tennis d'Alcaraz à celui de Sinner. Mais pour un côté un peu spectaculaire, justement un peu champagne qui plaît à tout le monde, quoi. Bon, je pense que j'aurais été il y a longtemps, j'aurais jamais raté un match d'Alcaraz parce que c'est le tennis qui me plaît bien. Après, moi, je suis aussi, je, le tennis actuel m'intéresse beaucoup moins parce que bon, les balles sont trop lentes et les surfaces sont trop lentes. Donc, il y a trop d'échanges, c'est moins technique, ça demande moins de toucher de balle, moins de coups d'œil. Non, il n'empêche que même dans ces conditions-là, je pense que ce sont toujours les meilleurs qui gagnent, mais ça nivelle un peu les valeurs quand même. Et je pense que en tant que technicien, enfin, du jeu, j'y trouve moins de choses intéressantes, voilà, enfin, qui m'enrichissent, quoi. Aujourd'hui, Pierre Hug, il est aux portes. Il est quoi? Il est 100, 150 en simple? Bon, il doit être Et plutôt 180 là. Je vais pas regarder entre 180 et 190, non? il essaye encore de revenir en simple, de se donner une vraie chance. C'est quoi ta vision des choses sur peut-être les 2, 3, 4 saisons qui restent peut-être si après il se refait une ou deux saisons de double? À, à- à quelle fréquence vous échangez ensemble sur le tennis? C'est quoi ta vision des choses jusqu'au bout, jusqu'à la fin?
Bah, je vais en revenir au projet en 2005, quand on a fait le projet. Objectif, éviter toute forme de blessure. Je trouve que ce qui est intéressant à l'heure actuelle, je touche du bois, c'est que bah, Pierruc se blesse peu. Il fait quelquefois quand même des séries de matchs, voilà, des enchaînements de matchs quand même assez conséquents, et puis il arrive à tenir le choc. Je sais pas, je crois qu'il faut pas se mettre de limites. Tout à fait, enfin, je partage complètement son point de vue quand il dit je veux jouer en simple parce que bah, il a été privé à un moment donné par le double de jouer suffisamment en simple. Il veut se donner une chance de remonter dans le top 100. Je pense qu'il peut très très bien y arriver. De toute façon, il y a beaucoup de monde qui se bouscule au portillon aujourd'hui. Bon, on s'aperçoit que certains arrivent à se frayer un chemin, d'autres n'y arrivent pas. Enfin bon, ça tient des fois à pas grand-chose. C'est plus difficile d'y rester durablement, de s'installer peut-être dans les 50. Mais enfin, on a des exemples de joueurs qui y arrivent, qui reviennent après des blessures, tout ça. Enfin, on voit plein de choses. J'imagine qu'il aura peut-être envie de, peut-être à un moment donné, bon, bah, d'arrêter en simple et puis de se reconsacrer plus en double. Peut-être il peut encore faire quelques exploits en double. Moi, je pense que ça, tout ça lui appartient. Je crois que je crois que c'est possible. Quand on voit Stan Wawrinka faire ce qu'il a encore fait là récemment, à 41 ans, Hmm. ce qui compte, c'est la technique, Un peu le physique aussi, non? de jouer un tennis justement qui permet de bien vieillir sur un terrain. Il a encore quelques belles années devant lui, Pierre-Hugues. Ou moins en double, en tout cas. Voilà. Ça ressemble Ah, à, ça hum. ressemble à quoi un déjeuner avec vous quand vous parlez tennis? Ou un dîner d'ailleurs? Voilà, quand on fait des déjeuners, on parle peu tennis, quoi. Bon, on parle de ses derniers résultats. Des fois, on pose quelques questions sur des trucs qu'on a captés de loin. Voilà, des précisions sur certaines choses. On parle pas que de ça, on parle de plein de choses, quoi. Mais ça te rend pas ouf au fond de toi? C'est pas méga frustrant? Non, mais pour toutes les raisons que j'ai exposées avant, hein. De toute façon, je suis pas. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Et, euh, et moi, je suis content d'avoir apporté ma pierre à l'édifice à un moment donné. Je dois dire que quand on gagne la Coupe Davis, donc en 2000, je crois que c'est en 2017 qu'on la gagne, je suis quand même un peu fier de moi, quoi, parce que je me dis que j'y suis un peu pour quelque chose. Voilà, bon, moi je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas de frustration ou de regret. Si j'en ai une, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'avoir la conviction que c'est ce que je sais faire de mieux, mais je sais faire d'autres trucs, donc je fais d'autres choses. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de. Hmm. Je dirais être coach de tennis, c'est un métier comme un autre, quoi. Donc, voilà. J'ai pas de fantasme par rapport à ça. Je suis un vieux de la vieille là-dedans, tu vois. Bon, merci en tout cas d'avoir témoigné, c'est hyper sympa. Pour terminer, j'ai deux, trois questions de fin pour sortir un peu du cadre tennis. Est-ce que tu aurais un livre à recommander, un seul, à notre audience? Pas forcément sur le tennis. Le livre, si tu pouvais l'offrir à quiconque, ce serait lequel? Alors, un livre. Parce que celui qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Tennis et concentration, hein, qui s'appelait d'ailleurs Tennis et psychisme à l'époque de Timothy Galway. Parce que moi, c'est un livre quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai rien compris en fait. Enfin, je l'ai lu avec plaisir, mais je me suis aperçu quand je l'ai relu après, quand je l'ai encore relu après, que chaque fois que je l'avais lu avant, j'avais rien compris. C'est un livre dans lequel, en tout cas par rapport à ma situation de l'époque et par rapport, pour employer un terme, le paradigme, tu sais, dans lequel j'étais, tout le contexte, le référentiel dans lequel j'ai évolué, bah, me parlait du tennis de façon complètement différente. Et donc, ça a été quelque part une forme de révélation, et en tout cas, ça a créé une borne complètement de l'autre côté de celle qui avait été. Je dirais ça. Après, il y a aussi un autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle ça, c'est des livres des années 70, hein, qui s'appelait L'éloge de la fuite d'Henri Laborie, sur le fonctionnement profond du vivant, notamment de l'être humain, quoi. C'est assez intéressant. Ok. Voilà, je te donne deux. Je lis pas beaucoup, donc je suis pas un grand spécialiste. Un film, ce serait lequel? Un film, on va dire Il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone. Est-ce que tu es du genre à aller voir des concerts? Et si oui, le concert qui t'a le plus marqué de ta vie, c'est lequel? Moi, je pense, alors je sais plus de quelle année c'était, mais ça remonte. Vraiment l'impression d'être connecté complètement en direct avec le musicien, comme si on était plugué sur lui, sur son nombril, quoi. Bon, j'ai été voir beaucoup de concerts, hein, mais c'était Dire Straits, et c'était à Monaco, alors je sais plus en quelle année, au stade Louis II. Et c'est la seule fois où tu t'es senti aussi connecté à l'artiste?
Non, 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 non. D'autres fois aussi, mais là, c'est peut-être la sensation la plus forte à ce niveau, quoi. Voilà. Ah ouais, putain, Tu as incroyable. l'impression d'une proximité avec l'artiste, vraiment, bon, peut-être aussi parce que le matos, parce que bon, par exemple, j'ai vu les Rolling Stones à Nice dans les années 70 ou au début des années 80, bon, il y a des trucs, mais je pense qu'après, le matos ayant progressé, on arrivait à avoir justement une qualité de son telle que tu profitais davantage encore du moment, mais après, j'ai quand même été voir beaucoup de concerts et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est similaire, mais dont j'ai moins la révélation, quoi. Voilà. Moi, j'ai été voir des concerts mémorables, hein. Est-ce que tu crois en la réincarnation ou pas? Alors là, ni j'y crois, ni je n'y crois pas. Là, je suis tout à fait ouvert. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des événements paranormaux? Pas vraiment, mais des fois, on se pose des questions sur des espèces de coïncidences. Ah ouais, des synchronicités un peu? Ouais. Et si toutefois tu te réincarnais pas, est-ce que tu penses que tu as vécu cette vie actuelle et que tu la vis à fond? Enfin, pas forcément à fond, mais au max de tes capacités? Non, j'ai pas cette prétention-là. Je pense que c'est beaucoup une chance à un moment donné. Moi, je pense surtout que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, j'ai pu faire des choses que j'aimais. Voilà, je dirais à mon rythme, des fois un peu pépère, hein. Je suis pas non plus. J'ai eu cette chance de pas trop subir ma vie et de faire des choix à des moments donnés. Je crois que ça n'a pas de prix. J'ai pas de regrets par rapport à ça. Oui, la vie m'a procuré beaucoup de joie. Enfin bon, et entre autres, toute cette expérience avec Pierre-Hugues, je veux dire que c'est vraiment arrivé à point nommé. C'était génial. Après, je sais pas s'il y a un hasard vraiment dans tout ça. Et dernière question, Jean-Roch, comme Pierre-Hugues va peut-être passer une oreille, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bon, moi, j'aimerais lui dire merci, hein, avant tout. Voilà. Je pense que finalement, le fait d'avoir collaboré, d'avoir croisé son chemin à un moment donné, par rapport à ce que je disais, hein, par rapport à qui j'étais à l'époque et qu'est-ce qui était important pour moi, en l'occurrence le tennis en tant que prof, c'était ma passion et tout. Et là, j'ai pu grâce à lui et avec lui, voilà, découvrir tout un univers absolument extraordinaire. Enfin, en tout cas, qui pour moi était un rêve, quoi. Voilà. Voilà, merci. Et puis, bon vent pour la suite. Et tu te régales en tant que grand-père ou ça dit quoi? Oh bah oui, enfin bon, oui et non. Disons que un peu ça va, quoi, mais bon, Pas trop. j'ai encore envie de faire pas mal de choses par moi-même. C'est vrai que je me suis pas forcément réalisé à travers enfin, je vais pas du tout cherché à me réaliser à travers mes enfants. Je vais pas me réaliser à travers mes petits-enfants. Mais par contre, c'est un vrai bonheur, ouais. C'est de rester avec des gamins, voilà, les moments qu'on passe ensemble, c'est phénoménal, quoi. Ouais. Bon, merci d'avoir Et j'en ai accepté. quand même ma fille en a quand même, le plus âgé, il a quand même 15 ans maintenant, hein. Donc, T'es rodé, t'es il y a réveillé. les enfants de Pierrugue et puis il y a les autres grands, les enfants de Marjolaine, puisque voilà, à côté de Pierrugue, il y a Marjolaine la plus grande et puis Gabriel le plus jeune. Il y a du beau Voilà. monde dans cette famille. Ben, on embrasse tout le monde. Voilà. Merci, merci Jean-Roch. Il y a une semaine, Merci Max. on se connaissait pas Voilà. encore. Et puis, si j'ai passé un bon moment, c'était un sacré voyage. On pourrait rester encore 3 4 heures en ligne, mais je pense qu'on a dit C'est l'essentiel, ce que non? je t'ai dit, ouais. C'est pas C'est mal. ça le problème. Voilà. Bonne fin de journée, bon biathlon et à la prochaine. Voilà, et puis et vive le tennis à tout le monde. Hein? Allez, Merci Jean-Roch. Ciao, ciao. ciao. Bye. Merci d'avoir suivi cet épisode, les légendes. Ce contenu est rendu possible par NutriPure, qui est une marque d'alimentation sportive saine, avec des produits pour la plupart bio. De mon côté, je joue quelques matchs par équipe, ainsi que le plus grand tournoi amateur au monde au Cap d'Agde chaque année. Et j'ai eu la chance de tester leur pack Endurance, avec des gels énergétiques pour tenir sur la durée, une boisson d'effort neutre pour rester bien hydraté sur les matchs longs, des barres énergétiques fruits rouges pendant l'effort et une boisson de récupération complète pour remettre les compteurs à zéro le plus vite possible. Et en dehors des matchs, j'aime bien manger également leur raw bar bio, parfaite en collation ou avant, après l'effort, avec des ingrédients crus, sans conservateur ni sucre ajouté et bien riche en protéines. Vous avez donc 10% de réduction sur votre première commande en créant un compte sur nutripure.fr avec le code TennisLégende en majuscule. Et en plus, ces 10% sont cumulés dans un compte récompense que vous pouvez utiliser à tout moment. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Vamos pour vos prochains matchs et entraînements. Bisous. Bye.